Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant un débat qui s'est tenu hier au Sénat autour de l'Union européenne. Un débat plus précisément préalable au Conseil européen des 28 et 29 juin prochains, c'est-à-dire demain et après-demain. Lors de cette réunion, la question de la crise migratoire va être abordée, elle va être essentiel, notamment après le refus du gouvernement italien d'accueillir dans ses ports des bateaux humanitaires transportant des migrants comme l'Aquarius ou encore dernièrement le Lifeline. Le premier ayant finalement été accueilli par l'Espagne et le second qui devrait finalement l'être par Malte. En tout cas, ce refus italien a été l'occasion d'une véritable crise diplomatique avec notamment la France et plus largement, cela a montré la fragilité de la solidarité européenne face à la crise migratoire. Notez également qu'au menu de ce Conseil européen, il y aura la question de l'Europe, de la défense. Et pour le coup, cela avance, a dit la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, notamment sur la question d'un fonds européen de défense de 13 milliards d'euros qui devrait être mis en place à partir de 2021. Enfin, autre sujet essentiel lors de ce Conseil, le Brexit. Et là, il faut absolument avancer plus rapidement, a dit la ministre, avant l'accord qui doit être conclu en octobre. Il reste l'épineuse question de la frontière irlandaise à propos de ce retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout de suite donc, retour à ce débat qui s'est tenu hier soir dans l'hémicycle. Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureuse de vous retrouver pour préparer le Conseil européen qui se déroulera les 28 et 29 juin prochains. Le Conseil aura un agenda chargé avec plusieurs réunions successives, Conseil européen en format article 50, sommet zone euro en format élargi. Je suis désolée de vous imposer une heure aussi tardive, mais je reviens du Conseil Affaires Générales de Luxembourg qui était destiné à préparer le Conseil européen et il me semblait préférable pour la bonne information du Sénat d'avoir participé à ce Conseil Affaires Générales et de pouvoir vous dire comment les choses s'y étaient passées. Je commencerai par deux sujets au cœur de l'actualité. C'est d'abord sur les questions migratoires que le Conseil européen sera attendu. Le refus de l'Italie d'accueillir l'Aquarius d'abord, le Lifeline ensuite, a créé de fortes tensions en Europe. Elles ont rappelé à tous que si les flux de migrants qui empruntent la Méditerranée centrale sont en réduction très forte, le chiffre est de moins 77% par rapport à 2017, le système européen de gestion de l'asile et des migrations est incomplet et doit impérativement être amélioré. Je parle bien de système européen, institutions et États membres, car il est évident qu'il ne peut y avoir de solution dans le repli sur soi. Ni l'Italie, ni la Grèce, ni l'Espagne ne peuvent être laissés seuls. Notre vision est celle d'une Europe plus engagée à chaque étape de la route des migrants. Auprès des pays d'origine d'abord, que nous devons aider, mais avec lesquels nous devons aussi améliorer les conditions de réadmission des personnes déboutées du droit d'asile. Auprès des pays de transit, ensuite, eux aussi ont besoin de plus d'aide, nous devons y répondre. La France a été pionnière en déployant des missions de l'OFPRA au Niger et au Tchad pour identifier, avec le HCR et l'OIM, les personnes qui peuvent bénéficier d'une protection internationale et accéder en sécurité au territoire européen. Cet effort permet aussi de faire réfléchir ceux qui ne remplissent pas les conditions, mais qui peuvent être aidés pour rentrer chez eux. Et cet effort porte ses fruits. Nous devons mobiliser l'ensemble de l'Union et voir comment travailler dans cet esprit avec les pays du Maghreb. Il faut bien entendu une coopération spécifique avec les autorités libyennes, notamment les gardes-côtes, pour les aider à mieux gérer leurs eaux territoriales et à combattre les passeurs et les trafiquants.
En parallèle, les moyens de Frontex doivent être renforcés, comme le propose la Commission, pour passer à 10 000 gardes-côtes et 10 000 gardes-frontières européens. En Europe même, il est nécessaire d'améliorer profondément le fonctionnement des hotspots, notamment en Italie, avec des financements européens adéquats et une expertise européenne en nombre suffisant. Les autres États membres doivent en contrepartie procéder plus largement à des relocalisations depuis ces centres sur une base volontaire des personnes qui peuvent bénéficier de l'asile. Au-delà, il nous faut bien sûr réformer le régime de Dublin en réaffirmant la responsabilité des pays de première entrée, mais en l'accompagnant de mécanismes de solidarité à la hauteur en cas d'afflux massif de migrants et faire en sorte que les règles qui prévoient le renvoi dans un autre pays européen lorsqu'une demande d'asile y a été déposée soient pleinement appliquées. Vous le voyez, tout ceci suppose une approche plus européenne. Il n'est possible ni de fermer purement et simplement ses frontières nationales au risque de détruire Schengen, ni de compter sur des pays tiers pour y déporter et y retenir des personnes qui, je le rappelle, ont le droit de déposer une demande d'asile. C'est ce que nous défendons et à quoi nous avons travaillé avec le président du Conseil italien, M. Conte, le 16 juin, la chancelière Merkel le 19 à Meseberg, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le 23, puis en sommet informel à Bruxelles, le 24. C'est dans cet esprit que nous aborderons le Conseil européen. La France et l'Allemagne s'étaient engagées en décembre dernier à présenter une approche commune pour l'Union économique et monétaire. Nous y sommes parvenus à Meseberg après un travail très intense. Je pense à l'union bancaire et au mécanisme du fonds de résolution et de son filet de sécurité, mais aussi au budget de la zone euro. Le terme même n'allait pas de soi. Nous avons obtenu un calendrier resserré 2021, un accord sur le principe de son financement venant à la fois des États et de ressources dédiées, ainsi que des objectifs ambitieux pour maintenir les investissements et exercer un rôle de stabilisation macroéconomique. Je ne sous-estime pas les difficultés qui sont devant nous. Je pense en particulier à l'opposition des Pays-Bas. Mais nous avons franchi une étape importante en franco-allemand qui crée une nouvelle dynamique. C'est d'ailleurs la même chose dans le domaine fiscal. Nous sommes parvenus avec l'Allemagne à une base commune pour l'impôt sur les sociétés. Sur la défense, il s'agit d'un rendez-vous désormais régulier au Conseil européen qui est essentiel pour ancrer la vision d'une autonomie stratégique de l'Union européenne. Nous avons déjà fait de réels progrès, mais rien n'est définitivement acquis en la matière. L'objectif de cet échange sera d'abord d'encourager de nouveaux progrès de la coopération structurée permanente dans la perspective de la nouvelle vague de projets qui sera annoncée à l'automne, ainsi que d'avancer vers la finalisation du Fonds européen de défense. Je rappelle que la Commission a proposé qu'il soit doté de 13 milliards d'euros à partir de 2021. Nous devons mettre en place très vite le programme de développement de l'industrie de défense qui le préfigure et sur lequel nous avons trouvé un accord avec le Parlement européen, notamment grâce à l'aide de notre compatriote Françoise Grossetête. Ce point permettra aussi d'évoquer la révision du mécanisme Athena qui permet de financer les coûts communs des opérations européennes. Le président de la République évoquera aussi le lancement de l'initiative européenne d'intervention, dont le champ, comme vous le savez, est plus large que celui de l'Union à 27. S'agissant des questions d'emploi, de croissance et de compétitivité, le Conseil européen endossera les recommandations pays proposées par la Commission dans le cadre du semestre européen et insistera sur la nécessité de défendre le multilatéralisme commercial et de soutenir et réformer l'OMC, comme nous l'avons fait au G7. Ce sera aussi l'occasion de marquer à nouveau l'unité européenne tout à fait remarquable face aux mesures unilatérales américaines sur l'aluminium et l'acier. Les mesures européennes de rééquilibrage qui augmentent les droits de douane sur des produits américains emblématiques
sont entrées en vigueur le 22 juin. Sur les questions d'innovation, les conclusions devraient reprendre nos idées sur l'innovation de rupture, évoquées au sommet informel de Sofia, et annoncer la mise en place d'un Conseil européen de l'innovation. Nous insistons par ailleurs sur la nécessité d'une juste taxation des principaux acteurs numériques, même si certains de nos partenaires, l'Irlande, Malte, le Luxembourg, le Danemark par exemple, essayent de la renvoyer à un hypothétique accord dans le cadre de l'OCDE. Le petit déjeuner du 29 juin sera consacré au Brexit. L'urgence est d'avancer sur l'accord de retrait qui doit être conclu en octobre. Si les discussions ont permis des avancées sur des points techniques importants, comme les marchés publics, des questions essentielles restent en suspens, comme la question de la gouvernance de l'accord de retrait et donc de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais le problème fondamental reste la question de la frontière irlandaise. La proposition britannique d'une union douanière couvrant l'Union européenne et le Royaume-Uni soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, comme l'a sobrement indiqué Michel Barnier. Sans accord sur les aspects réglementaires, elle ne permettrait pas d'éviter des contrôles douaniers. Sur le fond, elle n'est évidemment pas acceptable par les 27, puisqu'elle reviendrait pour une période indéterminée à permettre un accès au marché unique à la carte. Il est donc important que le Conseil européen marque sa préoccupation et appelle à ce que les institutions comme les États membres se préparent à toutes les hypothèses, y compris celles très défavorables d'absence d'accord, car sans accord de retrait, il n'y aura pas de période de transition. Je voudrais enfin mentionner 3 sujets que le président Tusk entend traiter rapidement. La Commission plaidera pour que le cadre financier pluriannuel soit négocié pour l'essentiel avant l'ajournement des travaux du Parlement européen pour les élections. Nous ferons le maximum pour ne pas perdre de temps, mais il est peu probable techniquement et assez peu souhaitable d'un point de vue démocratique que nous décidions d'un nouveau budget européen avant que les électeurs aient eu l'occasion de s'exprimer. 2 sujets ne font d'habitude pas l'objet de discussions prolongées. Le premier est la prolongation des sanctions sectorielles contre la Russie, après une présentation par le président de la République et la chancelière des travaux menés en format Normandie. Le deuxième sujet est l'élargissement. Et si vous constatez le peu de voix qu'il me reste, c'est que nous avons passé 8 heures sur ce sujet aujourd'hui au Conseil Affaires Générales. Sur la base du rapport de progrès de la Commission comme du processus en cours de refondation de l'Union européenne, nous considérons qu'il n'est pas possible que l'Union ouvre à ce stade les négociations d'adhésion avec l'Albanie ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et nous avons obtenu un accord de haute lutte au Conseil Affaires Générales pour reporter la discussion au plus tôt à l'année prochaine. Nous sommes très déterminés, même si nous étions en réalité peu nombreux, je peux en témoigner 3 États membres, à tenir cette position. Enfin, le Conseil européen reviendra sur les relations avec la Russie et sur les États-Unis après la décision américaine que nous regrettons de quitter le JCPOA avec l'Iran et le retour de sanctions américaines unilatérales. Le travail se poursuit à Bruxelles pour que l'Union européenne fasse preuve d'unité et de fermeté. Je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos commentaires comme à vos questions. Madame la ministre, mes chers collègues, il s'agit, et les collègues l'ont dit, certainement du Conseil le plus ambitieux depuis l'élection du président de la République. Malheureusement, le défi migratoire a pu éclipser certains points de l'ordre du jour et je me permettrai de revenir sur un certain nombre de points, certains ont été abordés, d'autres pas, qui intéressent particulièrement la Commission des finances. Je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots du sommet concernant la zone euro. Celui-ci intervient quelques jours après la déclaration de Meseberg qui détaille les propositions communes de la France et de l'Allemagne. Si cette déclaration pouvait agir comme un catalyseur de la réforme de la zone euro, il faut noter qu'elle reste en deçà des ambitions initiales de la France et que le sommet pourrait se heurter à la persistance des désaccords entre les États membres. L'Allemagne semble avoir maintenant surmonté son refus d'un budget propre de la zone euro, mais sa concrétisation demeure floue
puisque ni son montant, ni ses ressources de financement ne font l'objet d'un accord. Par ailleurs, vous le savez, plusieurs États membres tels que les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ont exprimé le refus de ce budget de stabilisation à l'occasion de l'Eurogroupe de la semaine dernière. Alors j'ai une question, Madame la Ministre. Si la perspective d'un budget de la zone euro devrait se concrétiser à moyen terme, nous resterons donc vigilants sur les termes de sa concrétisation et nous veillerons à ce qu'il n'échappe pas à la surveillance des parlements nationaux. Quant à l'achèvement de l'union bancaire, autre sujet qui intéresse la Commission des finances, nous ne pouvons que nous réjouir de l'accord concernant la création d'un filet de sécurité pour le Fonds de résolution européen. Sa fonction reviendra au mécanisme de stabilité, au fameux MES, en particulier le fait que le secteur bancaire soit dans l'obligation de rembourser les fonds prêtés dans un délai de 5 ans constitue, pour nos yeux, un gage de crédibilité. Le principe du buy-in est respecté, les deniers publics ne seront pas utilisés pour payer les pertes d'une banque défaillante. Néanmoins, concernant la mise en œuvre de la garantie européenne des dépôts, la feuille de route franco-allemande renvoie discrètement l'examen de cette modalité à une date ultérieure. Étant donné que les débats relatifs au troisième pilier de l'union bancaire ont débuté maintenant il y a plus de 3 ans et que le nombre de prêts non performants au sein de la zone euro s'est réduit, l'absence d'un engagement plus ferme traduit sans doute un abandon progressif de cette mesure. Je passe maintenant aux questions économiques et fiscales à l'ordre du jour du Conseil européen. Et à cet égard, 3 points principaux doivent être soulignés. Premièrement, le Conseil européen approuvera les recommandations par pays du semestre européen. Celui-ci a notamment été marqué par la sortie de la France du déficit excessif. Nous ne pouvons que nous en féliciter, mais, Madame la Ministre, j'appelle votre attention sur le fait que cette sortie ne signifie pas la fin des efforts budgétaires de la France. Je voudrais à cet égard rappeler que le Haut Conseil des finances publiques vient de souligner que la réduction du déficit structurel qui a été constatée en 2017 résulte davantage, et on le dit souvent à la Commission des finances, de l'élasticité des prélèvements obligatoires, en clair de nos bonnes recettes fiscales, que d'un resserrement de la dépense publique. Mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler bientôt à travers notamment Action publique 2022. La crédibilité de la France passe donc, sa crédibilité budgétaire passe donc par la continuité de nos efforts en matière de réduction et de rationalisation de la dépense publique. Deuxièmement, les annonces du 2 mai de la Commission européenne concernant le prochain cadre financier pluriannuel seront discutées par les États membres. Dans un contexte qui est perturbé par le retrait du Royaume-Uni, par la volonté de redéployer les crédits du budget de l'Union européenne vers de nouvelles politiques qui devenaient les priorités politiques, plusieurs politiques communes devraient faire l'objet de coupes budgétaires. Si, sans doute, la France apparaît relativement préservée par rapport à ses voisins européens, 2 sujets interpellent la Commission des finances. D'une part, comme l'a souligné le Parlement européen en adoptant une résolution fin mai, il est regrettable que la Commission européenne ait tardé à transmettre des prévisions budgétaires chiffrées avec exactitude. L'opacité des méthodes, des modalités de calcul a complexifié la tenue d'un débat démocratique de qualité. Et par ailleurs, d'autre part, la position du gouvernement français dans les négociations à venir semble parfois contradictoire. En effet, nous avons entendu, ici même au Sénat, le commissaire Oettinger, je me souviens de cette réunion qu'a organisée la Commission des Affaires européennes, le commissaire en charge du budget, qui avait mis en exergue finalement ce qu'on peut qualifier de discours un peu ambigu, voire de double discours de la France. Ainsi, les autorités françaises ne défendraient pas, apparemment, du moins à Bruxelles, une augmentation globale du budget de l'Union européenne et ne font pas de la réduction des crédits alloués à la PAC une ligne rouge, contrairement sans doute au communiqué de presse du ministère de l'Agriculture. Mais peut-être, Madame la Ministre, vous allez, au regard de ce propos qui nous apparaît peut-être un peu dissonant, pour voir clarifier la position du gouvernement français quant aux annonces de la Commission européenne sur le prochain cadre financier pluriannuel. Troisièmement, je voudrais évoquer le chantier de la fiscalité, un chantier qui n'a pas fait l'objet de progrès depuis le dernier Conseil européen de mars dernier. Nous pourrons, par exemple, signaler ou regretter que les positions de la Commission européenne en matière de taxation des entreprises du secteur numérique, notamment des GAFA, n'aient pas été intégrées dans le volet ressources des annonces pour le prochain cadre pluriannuel. Je me suis récemment rendu à Berlin. J'ai rencontré un certain nombre d'administrations fiscales et de membres de la Commission des finances du Parlement et j'ai pris conscience, malheureusement, qu'il sera très difficile de mettre en place ces taxes, certes transitoires, mais ces taxes à 3%. Par ailleurs, la France et l'Allemagne se sont accordées pour défendre
la proposition de directive de la Commission européenne concernant l'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés, mais nous remarquons que là, il n'y a pas de calendrier. Par conséquent, je ne peux que réitérer mes propos de mars dernier en encourageant la France à s'investir pour permettre une décision plus rapide en la matière. Enfin, le Conseil européen se réunira dans la configuration prévue par l'article 50 du TFUE pour examiner l'état d'avancement des négociations du Brexit, et certains collègues en ont parlé. Alors que le dernier Conseil européen avait permis de trouver un accord sur la période de transition et sur l'inclusion des services financiers dans le futur accord de libre-échange, les négociations sont aujourd'hui au point mort. L'inextricable question irlandaise, les difficultés politiques rencontrées par Mme Theresa May éloignent la perspective d'un accord prochain sur la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Conseil européen devrait donc malheureusement acter l'inertie des négociations, mais ce constat, évidemment, n'est pas satisfaisant. Peut-être, Madame la Ministre, pourrez-vous nous expliquer comment la France souhaite agir pour permettre de surmonter les blocages actuels des négociations. Voici quelques-unes des questions, nombreuses et un peu diversifiées, que je souhaitais poser sur des sujets qui intéressent particulièrement la Commission des finances. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce Conseil européen qui va se réunir dans un contexte particulièrement périlleux, disons-le clairement, l'Europe est en danger. Dans son rapport publié en février 2017, le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne invitait à un sursaut. Et nous continuons de le dire aujourd'hui, tant les défis à affronter sont immenses. Nous venons de faire un point d'étape. Ce rapport est à la disposition de nos collègues. Le constat est mitigé. On ne peut qu'être frappé par le contraste entre le discours ambitieux que le président de la République a tenu à la Sorbonne le 26 septembre 2017, malheureusement, et la modestie des résultats obtenus. La méthode était-elle la bonne ? Au catalogue de nombreuses mesures annoncées, n'aurait-il pas fallu préférer une démarche plus pragmatique, concentrée sur les sujets susceptibles de réunir un consensus? Or, le temps presse. Nous ne pouvons pas rester inertes face à la montée des populismes. Les récentes élections hongroises et italiennes agissent comme une piqûre de rappel. Les opinions publiques européennes sont de plus en plus défiantes face à une Europe divisée qui ne répond pas à leurs besoins de protection. La crise migratoire concentre légitimement les inquiétudes. Elle illustre tragiquement l'impuissance de l'Europe à agir. Nous prenons acte de certains progrès, il faut l'avouer, comme le renforcement de Frontex, que la Commission européenne propose d'amplifier dans le prochain cadre financier pluriannuel. Mais parallèlement, la réforme du système européen d'asile est enlisée. Plus profondément, on ressent un grand décalage entre la lenteur du processus européen et l'urgence des réponses à apporter. Le sommet A16 qui vient de se réunir à Bruxelles n'a malheureusement pas débouché sur des solutions concrètes. Que peut-on espérer du Conseil européen, Madame la Ministre? L'Europe ne peut être plus longtemps l'otage de passeurs et de réseaux criminels qui profitent de la détresse humaine. Le secours en mer est une exigence humanitaire incontournable et un devoir au regard du droit international. Mais l'Union européenne doit porter le débat au niveau international sur la reconduite des bateaux vers leur port d'origine. Nous examinons avec beaucoup d'attention le règlement dénommé procédure, qui est en cours de seconde lecture actuellement à Bruxelles et qui va redéfinir le concept de pays tiers sûr. J'avoue que je suis déjà un petit peu inquiet de voir les commentaires de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur ce point. Le Sénat sera à vos côtés, si vous le souhaitez, pour être extrêmement ferme précisément là-dessus. La conférence ministérielle qui s'est tenue à Niamey le 16 mars a paru marquer un engagement sans précédent des États africains. Qu'en est-il concrètement de la mise en œuvre de la déclaration adoptée à cette occasion? Il faut aussi construire des centres d'accueil ou hotspots dans les pays d'accueil ou de transit aux portes de l'Europe. Développons avec ceux-ci des partenariats ambitieux dans l'esprit du sommet de La Valette, mais exigeons aussi leur coopération active en matière de réadmission.
Face aux défis nombreux que l'Union européenne doit relever, le moteur franco-allemand peine à se concrétiser. Il a certes pâti de l'incertitude politique en Allemagne. La déclaration commune de Meseberg, publiée le 19 juin 2018, intègre finalement des éléments concernant l'avenir de la zone euro. S'il existe aujourd'hui un soutien allemand au projet du président de la République comme le budget de la zone euro, les dispositifs restent à bâtir. La Commission européenne a, quant à elle, présenté des pistes de réforme à minima. Le renforcement du pilotage exécutif de la zone euro n'est pas abordé et l'association des parlements nationaux n'est pas évoquée. Au plan institutionnel, la déclaration de Meseberg insiste sur la réduction du nombre de commissaires que nous soutenons. En revanche, nous restons réservés sur des listes transnationales à partir des élections européennes de 2024. Par contre, nous saluons le souci, si vous voulez, de passer une majorité qualifiée sur un certain nombre de points, non seulement les problématiques, je dirais, de défense, mais d'autres problématiques, de façon à éviter en quelque sorte la paralysie de l'Europe. Les échanges sur le cadre financier pluriannuel feront figure de test sur une vision commune franco-allemande pour l'avenir de l'Union. La position du Sénat est claire, vous la connaissez, Madame la Ministre. La politique agricole commune et la politique de cohésion ne peuvent servir de variable d'ajustement au risque de fragiliser davantage encore une ruralité qui entraînera par effet domino, si je puis dire, une fracturation de la société. À juste titre, la présidence bulgare a mis en avant la stabilité dans les Balkans occidentaux. On ne peut qu'en être très attentif, mais la priorité doit être donnée à des progrès significatifs, tant sur l'organisation institutionnelle, l'état de droit que sur le plan économique. Prenons garde à ne pas ignorer l'état de nos opinions publiques très réticentes face à un processus d'élargissement qui ne serait pas maîtrisé. Nous l'avons dit à de nombreux interlocuteurs que nous rencontrons, tant dans nos déplacements que dans l'accueil que nous leur réservons. Nous sommes toujours encore aujourd'hui dans une phase d'approfondissement de l'Union européenne. Ainsi, je veux évoquer aussi la négociation du Brexit. Nous soutenons l'action du négociateur de l'Union, notre compatriote Michel Barnier. Sa tâche est difficile face aux atermoiements et aux profondes divisions que l'on constate au Royaume-Uni. Notre groupe de suivi se rendra à Dublin, Belfast et Londres début juillet. Nous devons vous faire part de la profonde inquiétude des citoyens européens installés souvent de longue date au Royaume-Uni, singulièrement de nos compatriotes. En clair, nombre d'entre eux sont l'objet de mesures et de propos discriminants particulièrement intolérables. Nous les avons rencontrés et ceci est assez poignant. La question irlandaise est toujours non résolue. Elle conditionne pourtant tout accord de retrait et les récentes propositions de Mme May laissent sceptiques. Nous mesurons chaque jour davantage l'impact économique du Brexit. Les différentes études que nous pouvons consulter des cabinets spécialisés nous annoncent, en fonction, si je puis dire, des futurs accords de libre-échange qui existeront entre nous ou pas, un éventail entre 70 milliards d'euros de coûts annuels, s'il n'y a pas d'accord, à 35 milliards, à, je dirais, partager entre l'Union européenne à 27 et le Brexit. Autrement dit, c'est un suicide économique collectif. La récente annonce d'Airbus de retirer ses investissements au Royaume-Uni dans le cadre de l'absence d'accord ou d'un Brexit dur en est une nouvelle illustration. L'Union doit défendre ses intérêts et veiller pour l'avenir à garantir l'intégrité du marché unique qui n'est pas un libre service. Sur tous ces points, Madame la Ministre, que peut-on attendre concrètement du Conseil européen des 28 et 29 juin? Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané dont la durée a été fixée à 1 heure au maximum par la conférence des présidents. Chaque sénateur peut intervenir pour 2 minutes maximum. S'ils sont sollicités, la Commission des affaires européennes ou le gouvernement pourront répondre. Alors, j'ai déjà 6 demandes d'intervention et je pense qu'il y en aura d'autres.
On va commencer par Madame Nathalie Goulet. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, la France a adopté le 30 octobre 2017 des mesures législatives nécessaires pour renforcer le cadre juridique interne conformément à la directive PNR. Vous savez que cette disposition est extrêmement importante pour la protection de nos frontières. J'aimerais, Madame la Ministre, que vous me donniez l'état de ce dossier et de la mise en place du PNR. Par ailleurs, dans le cadre des dossiers sur l'immigration et le droit d'asile, où en est-on des possibilités de croiser ces dossiers avec les dossiers d'Europol et d'Interpol, qui sont quand même une nécessité absolue pour notre sécurité, la sécurité de la France et la sécurité de l'Europe. Je vous remercie. Oui, Claude Raynal aussi. Merci Madame la sénatrice. L'entrée en vigueur du PNR est intervenue le 25 mai dernier. À ce stade, et en réalité, 12 États membres étaient parfaitement prêts à mettre en œuvre le PNR. Nous avons renforcé notre coopération avec certains des États membres qui, au départ, étaient assez loin de notre niveau en termes de système d'information. Je partage avec vous le souhait que l'interopérabilité des différents systèmes d'information, qu'il s'agisse des systèmes liés à Schengen, des systèmes que nous allons mettre en place, ETIAS, système entrée-sortie, et des fichiers d'Europol, puissent être accélérés dans le souci de mieux participer à l'action coordonnée de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Merci. Donc, Monsieur André Reichardt. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question va porter sur le droit communautaire des visas. Madame la Ministre, on sait qu'une des solutions les plus efficaces à la réduction de l'immigration irrégulière réside dans l'action des pays d'origine pour limiter les départs. Elle réside aussi, le cas échéant, dans le volontarisme de ces pays en matière de délivrance des laissez-passer consulaires pour les migrants nationaux déboutés de leur demande d'asile. Or, certains pays laissent volontairement l'immigration irrégulière se développer ou, le cas échéant, rechignent à délivrer des passeports consulaires. Quelquefois, ce sont d'ailleurs les mêmes pays qui font les deux choses. Mes chiffres sont un peu anciens, ils datent de 2016, mais lorsqu'on apprend que le Maroc n'a délivré dans les temps impartis que 27,5% des laissez-passer consulaires sollicités par la France, que ce taux est encore plus faible pour des pays comme le Mali, avec même pas 12%, l'Égypte 17%, la Tunisie 31%, je m'arrête là, on s'interroge effectivement sur la possibilité d'amener ces pays et d'autres à mieux coopérer. Une des actions possibles réside peut-être dans la possibilité de délivrance des visas par les pays de l'Union européenne eux-mêmes. La Commission propose à cet égard de modifier le code communautaire des visas pour délivrer moins de visas de court séjour aux pays les moins coopératifs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces modifications telles qu'elles sont envisagées par la Commission ? Et quelle est la position des autorités françaises sur ces propositions de réforme? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Reichardt, vous avez parfaitement raison. Une partie du sujet auquel nous sommes confrontés est celui des retours des déboutés du droit d'asile ou plus largement des migrants illégaux. Et ce retour est conditionné par l'existence de laissez-passer consulaires et donc il est conditionné au bon vouloir des pays d'origine. Nous en avons tous fait le constat et les chiffres que vous avez cités, s'ils se sont parfois améliorés, ne sont pas pour autant pleinement satisfaisants. Nous sommes d'accord entre pays membres de l'Union européenne pour renforcer notre dialogue avec les pays d'origine en répartissant notre travail en fonction des pays avec lesquels nos liens sont les plus étroits, pour les inciter à de meilleurs taux de réadmission et donc à des délivrances plus systématiques et plus rapides des laissez-passer consulaires.
Les inciter, c'est évidemment avoir un dialogue franc, pas nécessairement public, plutôt plus souvent discret. Demander également au service européen d'action extérieure d'appuyer le travail développé par les États membres dans ce sens et faire en sorte que nous puissions, dans les temps impartis, et notamment ceux impartis par la rétention administrative, disposer des laissez-passer consulaires nécessaires. C'est ce qui justifie l'extension de la durée de rétention administrative telle qu'elle est proposée dans le projet de loi Asile et Migration qui vous a été soumis. Alors, ce dialogue passe par une discussion sur le soutien que nous apportons à ces pays d'origine. Il passe aussi par une discussion sur la délivrance des visas, et je pense plus particulièrement aux visas sur passeport de service, qui sont une facilité que nous accordons à un nombre souvent élevé de personnes qui souhaitent se rendre dans l'Union européenne et qui sont elles-mêmes en situation de faire évoluer l'attitude des pays d'origine. Je préfère cette solution à celle qui toucherait directement les visas de court séjour qui peuvent servir à des personnes de parfaite bonne foi et qui elles-mêmes n'auraient pas de poids sur les décisions prises par leur gouvernement. Ces discussions sont donc parfaitement à l'ordre du jour, à la fois au niveau bilatéral et au niveau européen. Merci. Monsieur Jean-Pierre Decool. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de cadre financier pluriannuel de la Commission européenne prévoit une baisse de 5% des fonds dédiés à l'agriculture. Le Sénat s'est exprimé officiellement par voie de résolution pour s'opposer à cette baisse afin de protéger nos agriculteurs, notre souveraineté alimentaire et la qualité de notre alimentation. Nous sommes heureux que le Président de la République et le gouvernement aient pris des positions fortes, bien que tardives, en la matière. Il y a quelques jours, le 18 juin, le Conseil des ministres sur la politique agricole commune a permis à la France de fédérer une coalition de 20 États opposés à la baisse du budget de la PAC. C'est une bonne chose, mais il reste maintenant à infléchir la Commission. Madame la Ministre, nous aurons beau sauver l'équilibre financier de la PAC, tout ne sera pas réglé. Plusieurs questions subsistent. Comment adapter la PAC aux enjeux d'une agriculture durable? Comment prendre en compte la diversité des modèles agricoles dans l'Union et même au sein des États membres? Comment assurer la compétitivité de notre agriculture face aux concurrents sud-américains ou australiens? Enfin, comment passer d'une logique défensive à une logique offensive de renouveau agricole, de conquête de nouveaux marchés? Toutefois, nous croyons que la vieille politique agricole commune est une politique d'avenir et non un combat d'arrière-garde. Alors que nous débutons les travaux sur les projets de loi alimentation, je voudrais connaître la vision précise du gouvernement sur l'avenir et le rôle de la PAC au XXIe siècle. Merci. Oui, Madame la Ministre. La PAC en 2 minutes, oui, vous avez raison. Monsieur le sénateur Decool, j'étais à l'heure du déjeuner avec le commissaire Oettinger et une fois de plus, j'ai réitéré avec le soutien effectivement de 19 autres États membres l'importance de préserver les crédits dédiés à la PAC, avec les mots qui auraient pu être les vôtres, c'est-à-dire que l'enjeu agricole, l'enjeu alimentaire est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Et cette politique, qui est la première politique commune que nous ayons réussi, nous avons toute vocation à la préserver pour garder à la fois notre souveraineté, notre sécurité alimentaire et notre capacité de conquête des marchés, capacité de conquête qui a été illustrée encore aujourd'hui par les avancées qu'a obtenues le Premier ministre dans son déplacement en Chine en matière d'exportation de viande française. Il y a des points positifs dans les propositions faites par la Commission sur la PAC, puisque la Commission propose un mécanisme de réserve de crise que nous appelions de nos vœux. Il y a aussi des points positifs en matière d'accompagnement de l'agriculture vers un modèle
plus respectueux de l'environnement. Mais on ne peut pas espérer moderniser la PAC, on ne peut pas espérer accompagner la transition de notre modèle agricole et on ne peut pas espérer rendre nos filières plus compétitives en diminuant drastiquement les crédits de la PAC comme la Commission l'a proposé et nous l'avons encore redit aujourd'hui. Merci. Madame Pascale Gruny. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, la crise migratoire que traverse notre continent pose deux questions centrales. Comment réduire les arrivées irrégulières sur notre sol et comment assurer le retour de ceux qui ne relèvent pas de la protection internationale? Si l'Europe doit bien sûr faire preuve d'humanité, elle doit aussi montrer sa fermeté pour cesser d'apparaître aux yeux du monde comme un espace incapable d'assurer la protection de ses frontières. La réadmission rapide et effective des migrants économiques dans leur état d'origine doit devenir l'un des fondements de notre politique migratoire. Et cela passe concrètement par l'inscription noir sur blanc du concept de conditionnalité réadmission dans nos partenariats avec les pays tiers. Autrement dit, chaque pays qui refuse de coopérer doit savoir qu'il s'exposera à des mesures de rétorsion, comme une baisse du nombre de visas accordés à leurs ressortissants, ou encore une baisse de l'aide publique au développement. Il ne s'agit pas de faire du chantage, mais tout simplement de rappeler à nos partenaires que les phénomènes migratoires relèvent d'une responsabilité partagée entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Chacun doit prendre part à la lutte contre l'immigration illégale. Nous devons proposer à ces partenaires une stratégie gagnant-gagnant, comme a su le faire l'Espagne à titre bilatéral à partir du milieu des années 2000, avec des résultats probants en Méditerranée sur la voie d'accès à l'Europe. L'Union européenne doit conclure des accords de nouvelle génération, couplant accords de réadmission et aides financières conséquentes. Le sommet de La Valette, en novembre 2015, en a posé les premiers jalons, suivi du plan d'investissement externe de l'Union européenne. Mais les résultats restent encore mitigés. Il nous faut donc un saut qualitatif et quantitatif. Madame le ministre, quelle position la France défendra-t-elle au Conseil européen? Choisira-t-elle la voie du statu quo ou bien fera-t-elle preuve d'audace en affirmant clairement que l'Europe ne peut être la seule perspective d'avenir pour la jeunesse du continent africain? Merci. Oui, merci Madame la Ministre. Madame la sénatrice Gruny, il est essentiel de renforcer notre travail avec les pays d'origine des migrations économiques. C'est la raison pour laquelle le Fonds fiduciaire d'urgence a été créé et abondé de 3 milliards d'euros. Nous travaillons actuellement à son réabondement. C'est aussi la raison pour laquelle nous souhaitons augmenter notre aide au développement, aussi bien à titre bilatéral que celle de l'Union européenne. Nous devons aider les pays d'origine à créer des nouvelles opportunités pour ces gens jeunes, souvent courageux, souvent déjà formés et à qui il manque des opportunités d'emploi. C'est ce que nous nous employons à faire en coordonnant bien davantage les efforts à la fois bilatéraux et européens. Nous voulons aussi associer les pays d'origine à la lutte contre les réseaux de passeurs, parce que ces réseaux de trafiquants d'êtres humains trafiquent également des stupéfiants, des armes, des substances illicites et ont en général un seul intérêt, celui de l'affaiblissement des États souverains. Et nous devons convaincre les pays d'origine et les pays de transit que nous avons un intérêt commun à lutter ensemble contre ces réseaux de passeurs. C'est sur l'ensemble de ces actions que nous comptons travailler, renforcer nos efforts et rendre ces pays d'origine responsables, intéressés à une augmentation de l'aide, mais à une augmentation qui permette de fixer les populations sur place. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays d'Afrique connaissent la croissance sans connaître le développement. Merci. Madame Christine Pruneau. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, au début de votre intervention, la situation des migrants réfugiés en Libye.
En effet, la situation en Libye est toujours catastrophique pour ces personnes. Nous connaissons tous les violations des droits humains qu'ils subissent toujours. Les auteurs de ces atteintes inqualifiables sont identifiés, les liens qui les relient aussi. Des groupes armés, des milices et des bandes criminelles qui agissent en dehors de tout contrôle, l'État de la Libye étant disloqué, disons. Ces groupes armés ont comme fonctionnement la détention de migrants, le travail forcé, le racket auprès des familles de ces migrants, le tout en leur infligeant de mauvais traitements pouvant aller jusqu'à la mort, tout en considérant que la traite des êtres humains est, ma foi, un commerce comme un autre. Cela fait un moment que cette situation dure. L'impunité de ces milices armées est quasi totale. Vous nous avez évoqué, Madame la Ministre, le rôle que jouait Sofia par rapport à l'arrêt de trafiquants migrants. Mais disons qu'il y a eu de faibles résultats. Je sais que la situation est forcément difficile dans le sud de la Libye, mais nous nous retrouvons toujours dans une situation où on se demande qui peut agir. Je considère, moi, que notre pays est trop silencieux ou est dans l'impossibilité d'agir. Mais l'Union européenne, c'est encore plus ahurissant. Pour le moment, Bruxelles a simplement dénoncé les conditions de détention et appelé à leurs améliorations. Donc je suis très choquée, disons, par cette position. J'en attends, et mon groupe également, beaucoup plus. Un nouveau projet de coopération entre l'Union européenne et la Libye pour stopper l'arrivée de migrants serait en cours. Ma question sera celle-ci, Madame la Ministre. Quels sont les partenaires de cette coopération et surtout leur influence politique? Et quels sont les engagements de notre pays pour les migrants et les réfugiés de Libye? Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la sénatrice Pruneau, vous mettez le doigt sur un sujet majeur. Nous avons tous le souvenir des images que nous avons vues sur les traitements subis par les migrants détenus, maltraités en Libye. L'action sur la Libye, elle prend plusieurs formes. D'abord, la tentative de stabilisation de ce pays. On ne peut pas espérer y faire respecter les droits de l'homme alors qu'il n'y a à l'heure actuelle pas d'État en Libye. C'est pourquoi le président de la République, à plusieurs reprises, a convié les parties libyennes à Paris pour tenter d'accélérer un processus de règlement politique qui permettrait d'avoir des interlocuteurs responsables et le retour d'un État en Libye. Entre-temps, nous travaillons avec le HCR qui intervient en Libye à la fois pour gérer des rassemblements de migrants dans des conditions de respect des droits de l'homme et aussi pour permettre à des migrants de ressortir via le Niger, où nous les interviewons et où nous avons réinstallé des demandeurs d'asile qui étaient sortis de Libye, revenus au Niger et qui sont venus ensuite directement en France sans avoir à traverser ni la Libye ni la Méditerranée parce qu'ils étaient en besoin manifeste de protection. Nous devons aussi développer les actions de PSDC de l'Union européenne au Mali, au Niger, qui sont là pour aider à lutter contre les réseaux de trafiquants qui en réalité gangrènent une partie importante du Sahel et nous devons les développer. Nous avons aussi, pour la première fois, il y a une quinzaine de jours, à l'initiative de la France, adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution visant nommément des passeurs travaillant en Libye pour les soumettre à des sanctions individuelles. C'est donc un ensemble de dispositions qui sont mises en place à la fois pour mieux protéger les personnes et pour mieux cibler les trafiquants. Merci. Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que la Grande-Bretagne, avec le Brexit, est en train de faire finalement une démonstration par l'absurde que c'est un jeu perdant-perdant que d'essayer de quitter l'Union européenne, celle-ci apparaît fragile comme jamais.
On se pose plus que jamais la question, en tout cas beaucoup se posent la question, avec les élargissements de 2004 et 2007, mais qu'avons-nous raté? Qu'avons-nous raté par rapport à cette perspective de réunification du continent, de formidable libération de 89 et de ce que ça pouvait sembler apporter à l'ensemble de l'Union européenne? Peut-être, pour avoir habité 20 ans en Europe centrale, finalement, nous ne sommes vraiment peut-être pas vraiment compris. Seuls les vieux pays européens avaient 50 ans de pratique du traité de Rome et les autres, tout autant européens, avaient d'autres perspectives, d'autres attentes et finalement, elles ne se sont vraiment jamais retrouvées. Pendant quelques années, on a fait comme si, et puis aujourd'hui, ça nous arrive en plein dans la figure. Et l'Europe apparaît fragilisée. Rien n'est inéluctable pourtant, et les choses peuvent être reconstruites dans la mesure où tous les pays européens restent fondamentalement attachés à leur manière, mais tous, aux valeurs européennes. Simplement, ça ne peut se faire que dans le dialogue et pas en se renvoyant les valeurs européennes les uns les autres à la figure, mais en essayant de se comprendre. Personne n'a de solution, mais le dialogue est plus que jamais nécessaire entre les pays qui sont membres de l'Union européenne. Mais si nous nous en sommes arrivés là, c'est aussi parce que finalement la magie nous a quittés pendant les négociations d'adhésion avant 2004 et avant 2007. Et c'est là que je veux tirer la sonnette d'alarme par rapport aux autres pays européens qui sont aujourd'hui dans un processus de négociation. Et je pense en particulier une semaine où nous avons eu un accord entre la Grèce et la République de Macédoine du Nord pour permettre à ce pays candidat d'adhérer, de rentrer dans un processus de négociation de manière plus concrète. Je pense aussi aux autres pays candidats. Et il n'est pas possible d'arrêter cette négociation, de faire en sorte qu'aujourd'hui, les négociations d'élargissement ne soient plus un processus avec une fin potentielle, mais un état dont on ne sait pas quand est-ce qu'on sortirait. Parce qu'à ce moment-là, on construirait d'autres malentendus. Conclure, cher collègue. Et je veux le dire dans la mesure où, vu ce qu'on voit aujourd'hui avec les pays d'Europe centrale, ça pourrait aussi arriver dans les Balkans, ces malentendus. Et nous savons combien les Balkans sont essentiels à la stabilité européenne. Nous le savons historiquement et il faut y faire très attention. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Lecomte, ne reproduisons pas les erreurs des élargissements passés. En travaillant tout à l'heure avec la Pologne sur l'état de droit, la Pologne avait beau jeu de nous dire qu'un certain nombre de mesures que nous critiquons aujourd'hui, nous ne les avions pas critiquées au moment de son entrée dans l'Union européenne. À l'époque, sous la pression de certains de nos grands partenaires, nous avions commencé par les chapitres les plus faciles, remettant à plus tard les sujets relatifs à l'état de droit. Et puis, emportés par notre envie d'accueillir les grands leaders de l'époque de l'Europe de l'Est, nous n'avons pas regardé d'assez près ce qui se passait en matière d'état de droit, pensant que ces grands leaders seraient éternels. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes interlocuteurs, mais nous avons toujours des législations qui datent souvent de la période antérieure à leur entrée dans l'Union européenne. Alors pour les Balkans, souvenons-nous-en, aidons ces pays en les accompagnant, en ayant sur les réformes, non seulement les réformes adoptées, mais les réformes véritablement mises en œuvre, une vraie exigence en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption, de lutte contre la criminalité organisée. Depuis que ces pays ont une perspective européenne, ils ont progressé. C'est le cas de la Macédoine, qui a réussi à se mettre d'accord avec la Grèce dans un accord historique il y a quelques jours sur le nom. Mais n'allons pas trop vite en besogne, ne considérons pas que le compte y est tant qu'il n'y est pas. Nous ne rendrions pas service aux démocrates de ces pays. Accompagnons-les, soyons à leur côté, ayant conscience que leur destin et le nôtre sont liés, mais ne fermons pas les yeux sur ce qui manque encore. La candidature à l'Union européenne, c'est une exigence et il ne faut pas la brader.
Merci. Madame Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a tout juste un an, jour pour jour, la Commission européenne a attribué une amende historique de 2,43 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante sur son comparateur de prix Google Shopping. L'entreprise favorisant ses propres produits parmi les résultats de recherche. Saluons le courage de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, sur ce sujet. Mais notons aussi que depuis, il ne s'est rien passé. Cela veut dire que condamner ne suffit pas. Madame la Ministre, on ne peut plus laisser les entreprises françaises et européennes désarmées, condamnées à subir des pratiques d'éviction du marché dans un secteur qui plus est en évolution constante tel que le numérique, sans avoir d'autre solution que d'attendre que les procédures contentieuses arrivent à leur terme. Je rappelle qu'il a fallu 7 années d'enquête et de procédures pour aboutir à la décision du 27 juin de l'année dernière. Les gens de l'Internet le savent bien. D'ailleurs, il se joue non seulement des divergences d'appréciation entre États membres sur ces questions de souveraineté, pour mieux asseoir leurs intérêts sur ce marché de 500 millions d'individus que constitue l'Europe, mais plus encore sur notre passivité, voire notre complaisance. Or, ces distorsions de concurrence actuelles sont autant de menaces à la survie de nos entreprises. Face à cela, j'ai déposé une proposition de résolution européenne, qui est devenue depuis proposition du Sénat, pour réformer le cadre juridique des mesures provisoires afin de les rendre plus vite applicables par la Commission européenne et interrompre rapidement toute pratique constitutive d'un abus de position dominante. Ne voyant rien venir ces derniers mois, à la veille du dernier Conseil européen, j'ai tenu à alerter le président de la République et la chancelière allemande sur la nécessité d'inscrire cet impératif de réforme à l'ordre du jour. Or, seul le cabinet de la chancelière a pris soin de me répondre. Réactif, je dois bien le dire, le gouvernement allemand a même créé une commission d'experts sur le droit de la concurrence 4.0 et m'a même invité à participer à ces travaux. Aussi, face à cela, Madame la Ministre, d'abord je m'étonne de l'absence de réponse du côté français. Cette absence de réponse d'ailleurs m'interroge. Je m'étonne d'ailleurs du peu d'intérêt que porte le gouvernement aux travaux du Parlement qui, pour autant, je pense, sont assez importants et peuvent constituer autant d'accompagnement et d'aide à l'action gouvernementale. Sur cette question, Madame la Ministre, avez-vous des éléments de réponse? Merci. Madame la Ministre, la réponse. Madame la sénatrice Morin-Desailly, vous avez parfaitement raison. L'Europe doit être davantage présente dans la capacité à réguler le numérique, comme elle l'a été avec le règlement général sur la protection des données, comme elle l'est quand la commissaire Vestager utilise les armes à sa disposition pour rétablir le droit, que ce soit vis-à-vis de Google ou vis-à-vis d'Amazon. Plus largement, il faut que l'Union européenne progresse en matière de régulation des plateformes, en matière de rapport entre plateformes et entreprises, je dirais, traditionnelles, en veillant à la loyauté des plateformes, à leurs responsabilités et à mettre en place un arsenal juridique qui aujourd'hui manque encore. Et vous avez raison, les grandes plateformes connaissent toutes nos lacunes et jusqu'à présent, elles en jouent. C'est tout le souci, tout le but des États généraux du numérique que le président de la République a confié à Mounir Majoubi, sur lequel il a commencé sa réflexion avec un certain nombre d'acteurs. J'ai commencé à travailler avec lui. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'adresser le courrier que vous aviez envoyé au président de la République. Je m'engage conjointement avec mon collègue Mounir Majoubi à y répondre et surtout à vous associer à notre réflexion et à ces États généraux. Merci. Monsieur René Danesi. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, le Conseil européen essayera de sauver le soldat Angela Merkel, qui s'est chargé en 2015 d'ouvrir les portes à l'immigration de masse au nom de la mauvaise conscience allemande depuis 1945, mais sans demander l'avis de ses voisins. Elle l'a fait sous les applaudissements de la Commission européenne, qui ne manque pas une occasion pour provoquer l'incompréhension, voire la colère des peuples, en particulier ceux d'Europe centrale et orientale, lesquels n'ont pu survivre à leurs voisins envahisseurs que par leur combat multiséculaire pour leur identité et pour leur nation.
Ajoutons à cela que ni les Polonais, ni les Tchèques, ni les Slovaques, ni les Hongrois n'ont colonisé l'Afrique et l'Asie. Ils n'ont donc aucune raison de partager la mauvaise conscience des élites de l'Europe de l'Ouest à l'égard des migrants. En méconnaissance totale de l'histoire particulièrement douloureuse de ces peuples, la Commission européenne veut les sanctionner en diminuant très fortement leurs subventions. Le prétexte est qu'ils ne respecteraient pas l'état de droit, ce qui ne permettrait donc pas une saine gestion des fonds publics européens. On peut s'interroger sur cette soudaine volonté de contrôle, alors même que l'Union européenne n'a jamais voulu voir la corruption, le népotisme et l'évasion fiscale qui ont amené la Grèce à la quasi-faillite. Mais comme l'a dit si bien Costa Gavras en présentant son autobiographie, ils ont laissé le pays aller à la catastrophe, mais cela arrangeait les Allemands, les Français et les autres de vendre leurs produits aux Grecs à crédit. Pendant que la Commission européenne prétend mettre les pays d'Europe au pas, la Chine tisse ses routes de la soie. Le 27 novembre dernier, le Premier ministre chinois a été l'invité vedette d'une réunion à Budapest qui rassemblait 16 pays de l'Europe balkanique, centrale et orientale. Le Premier ministre chinois annonçait des mises à disposition de crédits. Certes, il n'y a pas encore là de quoi charpenter un cheval de Troie, mais on y arrivera rapidement si l'Union européenne continue à vouloir mettre tous les pays membres sous la même toise au lieu d'accepter la diversité historique des pays et des peuples qui la composent. Je souhaite, Madame la Ministre, que notre pays et son président prennent conscience du fait que l'intransigeance de l'Union européenne déroule les routes de la soie dans l'Europe centrale et orientale. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? Oui, Madame la Ministre, vous pouvez répondre. Monsieur le sénateur Danesi, l'Union européenne est beaucoup plus qu'un marché unique et beaucoup plus qu'un carnet de chèques. C'est une union de valeurs. Lorsqu'on rejoint l'Union européenne, c'est qu'on croit à la liberté, on croit à la démocratie, on croit à l'état de droit, on croit à la séparation des pouvoirs. On s'y engage, l'ensemble de ces notions étant contenues dans les traités. Et ceux qui ont rejoint l'Union européenne y croyaient. Aujourd'hui, certains de ces pays sont trahis par leurs dirigeants qui mettent à mal l'indépendance de la justice et qui parfois vont jusqu'à détourner des fonds européens et être mis en examen pour cause de ces détournements. Les fonds européens, ce ne sont pas des fonds qui tombent du ciel ou qui viennent de Bruxelles. C'est notre argent, celui des contribuables européens, notamment celui des contribuables français, deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Nous devons à nos compatriotes un contrôle et une saine gestion de ces fonds. Il n'y a aucune raison de penser que parce que l'on viendrait d'un passé agité, il serait normal que se développe la corruption, le manque d'indépendance de la justice. Ce serait porter bien peu de considération aux citoyens de ces pays qui, lorsque je m'y rends, parce que j'y vais souvent et que je dialogue aussi bien avec les autorités qu'avec les personnes de la société civile, me reprochent la trop grande magnanimité de l'Union européenne, parfois sa cécité, et me disent qu'ils deviendraient eurosceptiques si nous n'étions pas plus exigeants sur l'utilisation des fonds qui sont versés par dizaines de milliards d'euros à cette partie-là de l'Union européenne. Merci. Monsieur Claude Raynal. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai écouté votre réponse tout à l'heure. Je n'ai pas été totalement convaincu par tout. Vous savez, je fais partie de la Commission des Finances et lorsque j'entends parler d'un cadre financier pluriannuel, je raisonne en financier. Lorsque j'entends un diplomate parler de cadre financier pluriannuel, j'ai une traduction un peu difficile. Et donc, je voudrais vous poser la question, peut-être de manière assez claire, vous me direz si vous pouvez y répondre. J'ai un peu de difficulté à comprendre la position française, sans vouloir reprendre les propos qui tout à l'heure vous ont irrité concernant un commissaire européen. Il n'en est pas moins vrai que nous avons une difficulté de compréhension sur quelques points. Premier point, on a d'un côté, très clairement, une diminution des ressources avec le Brexit, une demande d'augmentation de crédit sur des tas de sujets, sécurité,
migration, recherche, technologie, numérique, etc. J'en passe. J'ai vu toutes ces listes. Diminution de recettes, augmentation des dépenses. Je vois des demandes de stabilité, je les partage, sur la PAC. Et donc, j'arrive pas, vous savez, je fais des plus, des moins, des égales, et j'arrive toujours pas à comprendre quelle est la position française. Est-ce que la position française, c'est de dire la politique de cohésion, on est finalement peu impliqué dans ces... on est prêt à lâcher, on est prêt en tout cas à admettre quelque chose, on est prêt à me remettre au pot, à mettre des recettes supplémentaires. Je n'arrive pas à saisir quelle est la position d'entrée dans cette équation. Et comme dirait quelqu'un que j'ai bien connu, lorsque... Comment c'était ça? Lorsque il y a un loup. Hein, c'était quoi la phrase? Il est temps de conclure, cher collègue. Voilà. Lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà, Madame la Ministre, j'aimerais votre position sur ce point. Une citation de Martin. Merci, Monsieur le sénateur Raynal, de m'aider à dissiper le flou. Je vous adresserai avec beaucoup de plaisir la note des autorités françaises telle qu'elle a été adressée aux institutions européennes. Et je peux vous garantir que le commissaire Oettinger, à midi, n'avait pas l'impression que mon discours était flou. Nous l'avons dit d'entrée de jeu, nous sommes prêts à un budget en expansion. Pour l'Union européenne, compte tenu des priorités, dont je ne dirais pas qu'elle est nouvelle et les anciennes, mais compte tenu des priorités qui sont celles de l'Union européenne. Nous sommes donc prêts à un effort sur le volume du budget. Nous considérons aussi que la proposition de la Commission manque d'ambition en matière de suppression immédiate des rabais, puisqu'un certain nombre de contributeurs nets ont négocié au fil du temps ce qui ressemblait au chèque britannique. Maintenant que le chèque britannique disparaît, que les rabais disparaissent aussi vite, nous sommes aujourd'hui le premier contributeur au rabais des autres. Et c'est une gloire dont nous passerions volontiers. Nous sommes aussi demandeurs que l'on explore avec plus d'imagination et d'ambition de nouvelles ressources propres. La Commission a parlé des ETS et nous la soutenons. Elle a parlé d'une taxe plastique, nous attendons des précisions parce que pour le moment, pour le coup, c'est flou. Mais nous considérons également que la mise en place d'une taxe numérique rapporterait au budget de l'Union européenne 5 milliards d'euros par an, c'est-à-dire la moitié de ce que nous perdons avec le départ du Royaume-Uni. Nous souhaitons également que l'on revienne sur la mise en place d'une taxe financière européenne. Bien, merci. Monsieur Marc Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, chers collègues. C'est vrai que ce débat est aussi l'occasion d'apprendre beaucoup. On dit toujours, on apprend tous les jours. Alors moi, j'aurais sur les multiples sujets d'importance qui ont été évoqués, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, c'est vrai que notre pays, en loi de finances, chaque année, participe financièrement à hauteur de mémoire sur prélèvement sur nos recettes sur le budget de l'État à hauteur de l'ordre d'environ 20 milliards d'euros. C'est aussi cette solidarité financière qui est particulièrement importante, qui est redistribuée. Alors moi, un petit peu... on a toujours souvent parlé de la complexité des dossiers en caractère financier. Alors bon, on sait que les services de l'État, maintenant les grandes régions aussi, peuvent aider les demandeurs d'aide européenne, mais c'est vrai, on a toujours parlé de complexité administrative des dossiers. Et on prend l'enjeu pour le monde agricole aussi. Pour les agriculteurs, ce n'est pas simple. Le monde économique également, au niveau des entreprises. Et j'aurais aussi une question complémentaire pour le financement des projets portés par les collectivités territoriales, que ce soit des communes, même pour le monde rural en particulier, les villes également, les intercommunalités. Est-ce qu'il y a des mesures un petit peu d'assouplissement et pour trouver aussi les bons interlocuteurs en termes de lisibilité,
et surtout alléger aussi les contraintes. Voilà, telles sont mes modestes questions. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur Laménie, pour votre question. C'est une question qui m'est souvent posée à l'occasion des consultations citoyennes sur l'Europe, la complexité de l'accès aux fonds européens, qui sont aujourd'hui sous la responsabilité des régions, qui sont autorités de gestion des fonds européens, et que nous encourageons à être des accompagnateurs de projets et pas forcément des complicateurs de projets. Ça nécessite d'avoir des équipes qui connaissent bien les financements européens et qui puissent conseiller les entreprises, les associations, les collectivités locales dans la manière dont on monte un dossier. On a donc notre part à prendre, on a aussi notre part nationale de simplification. On a parfois complexifié davantage le versement des fonds européens que chez nos voisins et en ce moment nous faisons ce travail d'harmonisation des conditions nationales demandées pour le versement des fonds européens. Nous demandons aussi à la Commission européenne de simplifier les procédures autant que possible, sans oublier la nécessité des contrôles, puisque là encore il s'agit d'argent public et on ne peut laisser l'argent européen utilisé sans contrôle et sans lutte efficace contre la fraude. Mais pendant trop longtemps, ce motif tout à fait honorable de lutte contre la fraude a fait qu'on a découragé des porteurs de projets de solliciter des fonds européens, et c'est quelque chose qui ne doit plus arriver aujourd'hui. C'est moins vrai, par exemple, s'agissant du plan Juncker, qui a été une vraie réussite, et la France est le premier bénéficiaire des fonds du plan Juncker, le premier bénéficiaire notamment pour environ 100 000 PME, parce que l'instrument a été simple à utiliser, parce que les intermédiaires ont su s'en emparer. Il n'y a donc pas de fatalité, mais il y a véritablement une nécessité de simplification. Je partage votre point de vue. Merci Madame la Ministre. Monsieur Patrice Joly. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, une question sur la prochaine programmation financière pluriannuelle concernant l'Union européenne. Je constate que pour équilibrer le budget, des budgets à venir, qui sont confrontés aux contraintes liées au Brexit et liées également à des charges nouvelles à assumer, ça a été rappelé, que c'est juste la sécurité, du numérique et bien d'autres, m'aperçoit que pour travailler ces équilibres budgétaires à venir, les arbitrages semblent se porter sur les crédits qui jusque-là étaient dédiés aux territoires les plus ruraux. On a évoqué la PAC dont la diminution est de 5%, mais en euros constant, on est plutôt à 12% de diminution, concernant en particulier les aides directes du premier pilier. S'agissant du deuxième pilier, l'impact sera encore plus élevé, alors qu'il s'agissait là de crédits nécessaires au développement local. Si on y ajoute également les crédits dédiés à la politique de cohésion, même si l'enveloppe a été plus ou moins préservée, l'élargissement des territoires éligibles va générer une diminution. Si on y ajoute également l'augmentation des taux de cofinancement, il y a un vrai risque pour les territoires les plus fragiles qui à la fois ne disposent pas de l'ingénierie utile pour monter les dossiers, mais également des financements pour pouvoir boucler les budgets. Cette perspective est dommageable au regard des besoins et des attentes des territoires ruraux. Alors ma question est simple, pensez-vous qu'il soit encore possible de rééquilibrer et donc de revoir ces arbitrages au profit des territoires ruraux, ou abandonne-t-on cette partie particulière de la France? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous avons dit très clairement, s'agissant des crédits de la PAC, que la proposition de la Commission n'était pas acceptable et que donc nous ne l'accepterions pas. Nous sommes au début de la négociation. La Commission nous presse de boucler la négociation avant les élections européennes de l'année prochaine. Je reprendrai avec une certaine distance, mais tout de même, ce que mon homologue polonais disait tout à l'heure à la Commission. Il était quand même assez paradoxal de nous demander d'aller vite à partir du moment où le projet de budget était aussi mauvais. Voilà, c'est parfois l'avantage des Polonais, c'est de dire les choses avec une certaine brutalité, ce qui permet derrière de dire la même chose avec le sourire. Mais en réalité, c'est là toute la question. C'est que pour le moment, il n'est pas possible de trouver
un compromis en partant d'une hypothèse s'agissant de la politique agricole commune qui ne correspond absolument pas à ce que nous souhaitons. Nous avons veillé à discuter avec nos partenaires. Ce sont 20 pays membres de l'Union européenne qui disent non aux coupes telles qu'elles se présentent dans le projet de la Commission. Il est évidemment essentiel de maintenir le premier pilier, de maintenir les aides directes et naturellement de veiller au développement rural plus largement au travers du deuxième pilier. S'agissant de la politique de cohésion, vous avez peut-être vu les simulations qui ont été faites pour la France. Ce n'est pas là où nous avons honnêtement le plus d'alerte. Nous sommes attentifs, nous sommes notamment attentifs au sort fait aux régions ultra-périphériques dont nous sommes les porte-voix très motivés, mais ce n'est pas sur la politique de cohésion que nous avons des vrais soucis à nous faire, c'est sur la PAC, sur le reste du budget et sur les priorités défense par exemple. Nous considérons que nous avons des retours possibles qui sont des retours intéressants, et il faut le dire. Nous sommes évidemment favorables également à l'augmentation des crédits de recherche. Et donc il y a aussi dans le projet de cadre financier pluriannuel des aspects qui nous intéressent. Je finis en signalant la proposition que nous avons faite et qui est reprise par la Commission de cibler des fonds européens à destination de collectivités lorsqu'elles accueillent et qu'elles intègrent des migrants. C'est une manière de rééquilibrer géographiquement l'attribution de certains fonds à l'intérieur de l'Union européenne. Merci Madame la Ministre. Madame Victoire Jasmin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je souhaite attirer votre attention sur l'impact dramatique pour l'agriculture en Outre-mer de la baisse annoncée du budget de la PAC. Vous en avez parlé, mais il y a également la déclinaison sur le POSEI, le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Or, le POSEI est un outil indispensable qui accompagne financièrement les producteurs des filières agricoles des régions ultra-périphériques et de l'Union européenne. Toute réduction budgétaire se traduirait mécaniquement par une diminution importante de la production locale des différentes filières. Dès lors, le projet de la Commission européenne présenté le 1er juin 2018 qui prévoit une réduction des crédits alloués au POSEI de moins 5% par rapport au budget actuel est inquiétant pour l'économie de nos territoires d'outre-mer. Face à cette menace qui, par ailleurs, contredit les déclarations du président Juncker lors de la conférence des présidents des RUP en octobre 2017 en Guyane. La mobilisation des acteurs et des élus locaux a été unanime et désormais c'est au gouvernement français qu'il appartient de soutenir clairement notre agriculture en Outre-mer. En effet, la balle est donc dans votre camp puisque aujourd'hui même, 180 socioprofessionnels de l'industrie agroalimentaire des Outre-mer se sont déplacés à Bruxelles et ils ont eu l'engagement de M. Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture, de ne pas toucher au POSEI si la Commission reçoit le soutien du Parlement européen et des 3 pays membres des RUP, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal et la France. Aussi, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer de la volonté de votre gouvernement, lors du prochain Conseil européen des 27 et 28 juin prochains, de sanctuariser au moins jusqu'en 2027 l'enveloppe budgétaire consacrée à l'agriculture en Outre-mer. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci de votre question, Madame la Sénatrice. L'agriculture ultramarine, c'est 35 000 emplois. C'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous y sommes particulièrement attachés. Je parlais tout à l'heure de l'importance des régions ultra-périphériques avant que vous ne m'interrogiez. Et naturellement, nous sommes très attentifs au maintien du programme POSEI. Nous avons, comme vous, vu dans le projet de la Commission des motifs d'inquiétude et nous avons déjà commencé à défendre, Stéphane Travert l'a fait lui-même, Annick Girardin également, et ce sera également mon cas en ce qui me concerne, la nécessité de stabiliser les crédits du programme POSEI compte tenu de l'importance qu'ils ont pour la viabilité de l'agriculture ultramarine. Je dirais qu'au-delà de POSEI, nous sommes évidemment aussi attentifs au versement des fonds FEADER
dans les régions ultramarines. Nous sommes parfaitement mobilisés, pleinement sensibilisés. Vous savez que le président de la République réunit l'ensemble des acteurs autour du livre bleu Outre-mer pas plus tard que jeudi prochain. Et naturellement, ce sujet sera à nouveau abordé. Il est pleinement sur notre liste des sujets sur lesquels nous n'acceptons pas le projet de la Commission. Merci. Monsieur le Président, vous souhaitez dire un mot? Monsieur Jean Bizet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous remercier, comme à l'accoutumée, de vous être prêté à ce flot, je dirais, de questions, dans un moment où je sais que vous revenez du Conseil Affaires Générales, donc votre timing était contraint, et dans une conjoncture où l'Europe est confrontée à un certain nombre de dossiers difficiles. Je voudrais malgré tout, avant de parler du dossier le plus inquiétant qu'est le dossier migratoire, rappeler qu'au travers de l'accord de Meseberg, il y a quand même eu quelques avancées qui sont notoires, notamment en matière de politique de la défense. Le choix, et je l'aimerais qu'il soit décliné dans d'autres domaines, du recours à la majorité qualifiée, si vous voulez, qui permettrait d'avoir une Europe beaucoup plus, je dirais, rapide. Le fait aussi de vous être mis d'accord sur l'impôt avec les Allemands, sur l'impôt sur les sociétés. Le fait d'avoir créé un centre, je dirais, d'études franco-allemand sur l'intelligence artificielle, un centre de recherche. Donc autant de sujets qui malheureusement sont occultés par le gros dossier de l'heure, qui est le dossier, je dirais, migratoire. Et j'ai évoqué tout à l'heure, mais nous allons l'expertiser dans les semaines qui viennent, le règlement dénommé procédure, sur lequel, si vous voulez, nous sommes, ou plus exactement les instances communautaires sont en deuxième lecture, et ce règlement a trait à la définition du pays tiers sûr, impliquant de plus en plus les pays de la rive méditerranéenne. Et moi je trouve que c'est extrêmement pertinent, c'est très sain, et je suis extrêmement déçu, mais pas spécialement surpris, de l'avis négatif de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui considérerait précisément que la constitutionnalité de la mise en œuvre de ce règlement ne serait pas pertinente. Je crois très sincèrement que la France devra, par votre voix, être d'une extrême fermeté sur le sujet, parce que là, nous aurions une possibilité, je dirais, de solution sur les problématiques d'asile, parce que, croyez-moi, et j'en terminerai là, Monsieur le Président, j'en terminerai là, je crains malheureusement que nous ne soyons qu'au début de la crise migratoire. En l'espace de 60 ans, l'Afrique est passée de 250 millions d'habitants à 1,250 milliard. Et dans 20 ans, dans 30 ans, à horizon 2050, ceci va doubler. Ce chiffre va doubler. Donc, il faut que nous revenions, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Gruny, à l'esprit de La Valette, c'est-à-dire la réadmission, c'est-à-dire la réinjection, si vous voulez, de fonds communautaires dans ces pays, je dirais, pourvoyeurs d'hommes et de femmes qui veulent, je dirais, engager leur processus professionnel à l'extérieur. Je n'oublie pas que dans le prochain cadre financier pluriannuel, 44 milliards seront consacrés justement à cette politique. Donc, encore une fois, ce règlement procédure, nous allons le regarder avec beaucoup d'attention et j'espère que la France à Bruxelles sera d'une extrême fermeté en la matière. Merci. Voilà pour ce débat qui s'est tenu hier dans l'hémicycle du Sénat et qui a porté sur l'Union européenne, essentiellement sur la question de la crise migratoire, après le refus italien d'accueillir dans ses ports des bateaux humanitaires transportant des migrants comme l'Aquarius ou encore le Lifeline. Mais vous l'avez vu, ce n'était pas le seul sujet qui a été abordé hier et qui va l'être lors du prochain Conseil européen. Il a aussi été question de la zone euro, du Brexit, de la PAC ou bien encore de l'Europe de la défense, des sujets sur lesquels certains accords peuvent en revanche se dessiner plus aisément. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.